Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. Un débat fondamental ce matin dans La Vérité en face, ambitieux également. Il est 9h30 sur Sud Radio, merci. Si vous voulez intervenir d'ailleurs, vous n'hésitez pas à vous appeler au 0826 300 300. Et nous allons évoquer avec nos deux invités que je vais vous présenter, cette idée que l'intelligence artificielle vient bousculer tout ce qui est de l'ordre de l'enseignement. Aujourd'hui, ce livre qui vient de paraître, Ne faites plus d'études, qui est co-signé aujourd'hui par Laurent Alexandre, ici présent. Bonjour et soyez le bienvenu. Bonjour. Je ne sais plus comment vous présenter, Laurent Alexandre. Vous êtes chirurgien, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes visionnaire aussi, parce que vous observez un petit peu les transformations de notre société à travers notamment l'intelligence artificielle. Vous l'avez co-signé avec Olivier Babot. C'est un essai qui, au fond, met en cause la façon traditionnelle d'enseigner aujourd'hui. Est-ce qu'elle n'est pas tout simplement mise par terre, renversée par cette IA? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Tout le monde s'occupe de travail avec ChatGPT. Ça n'échappe à personne. Et pour porter la contradiction, nous sommes également avec vous dans ce studio. Gabriel Latanzio, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé à l'université Panthéon-Sorbonne. Qu'est-ce que vous enseignez? Je suis enseignant d'histoire et d'anglais. Voilà. Donc, et vous, je ne sais pas quelle est votre vision par rapport à ce qui va être dit, mais je commence par vous, Laurent Alexandre. Oui. Quel est votre présupposé, au fond? Nous avons aujourd'hui l'IA qui est devant nous. Ce n'est pas une expérimentation, c'est une réalité. Et elle vient bousculer tout ce que nous savons de l'apprentissage aujourd'hui, de la scolarité, des études. Oui, nous sommes challengés et nos enfants, Olivier Babot et moi, nous sommes tous les deux pères de familles nombreuses, donc nous nous sentons vraiment impliqués dans ces problèmes d'éducation. L'école n'a pas suivi le développement de la technologie. Prenons juste un exemple. Mon métier, la médecine. ChatGPT est 4 fois meilleur que les médecins pour faire un diagnostic. 4 fois meilleur. Et pire, ChatGPT plus médecin, c'est moins bon que ChatGPT sans médecin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le système de formation des médecins crée des médecins qui sont beaucoup moins bons que l'IA, soit, mais surtout qui ne sont pas complémentaires de l'IA. C'est-à-dire qui diminuent les performances de l'IA quand on les rajoute à l'IA. Un système de santé dans lequel les médecins détériorent les résultats de l'IA, ce n'est pas acceptable. Il faut forcément qu'on change les études de médecine de manière à ce que les médecins soient complémentaires de l'IA. On voit bien l'énorme travail qu'on a pour que nos gamins soient complémentaires de l'IA et ne soient pas écrabouillés par l'IA dans les années qui viennent. Vous dites que l'IA va plus vite que nous, éminemment plus vite que nous, mais est-ce que, quand vous citez l'exemple de la médecine, vous êtes vous-même au premier chef sur cet exemple-là, vous dites quoi? Vous dites qu'elle est capable, l'IA, de nous ausculter, d'échanger avec nous, de nous diagnostiquer? Alors, de discuter avec nous, oui. De faire un diagnostic sur dossier, oui. Pour l'instant, elle n'ausculte pas, mais c'est temporaire. Les jeunes médecins qui rentrent aujourd'hui, qui rentrent sur le marché du travail, vous êtes confrontés à ce qu'on appelle la super intelligence artificielle, et les facultés de médecine et le monde hospitalier en général n'ont pas réfléchi aux conséquences de ça. Il y a un chiffre qu'il faut bien retenir. Les géants de l'intelligence artificielle, les ChatGPT, les Google, etc., sont en train d'investir 2900 milliards de dollars pour l'éducation des intelligences artificielles. Et on met les meilleurs cerveaux du monde pour éduquer l'intelligence artificielle. Au même moment, on met pas de pognon sur l'école, sur l'université. Il n'y a pas de réflexion sur l'avenir de l'école. Donc on a un décalage énorme entre les masses folles d'argent qu'on met pour éduquer l'intelligence artificielle et l'école et l'université et la formation professionnelle des adultes qui sont en jachère. Il faut savoir qu'au moment où nous parlons, parmi les petits génies qui éduquent l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui font la formation des intelligences artificielles, il y en a qui gagnent plusieurs milliards en package salarial, qui gagnent plusieurs milliards. Et donc, on met des sommes folles pour éduquer l'IA et on met pas du tout de moyens pour éduquer le cerveau de nos gamins. C'est scandaleux, c'est honteux, mais c'est surtout suicidaire de mettre autant d'argent sur l'éducation de l'IA et mettre si peu d'argent sur l'éducation de nos enfants. Gabriel Latanzio, là-dessus, qu'est-ce que vous dites? Vous enseignez, vous? Alors vous êtes à l'ancienne, j'imagine. Vous enseignez, vous apprenez. Est-ce que ça change notre façon d'apprendre? Moi, je suis un meilleur la relation avec le savoir, par exemple.
Oui, ça a changé ma vie, sincèrement. Enfin, ma vie et ma carrière, bien sûr. J'espère être un meilleur enseignant avec l'IA. Je l'utilise quotidiennement. Ah, vous dites ça, vous, ce matin? Ah, 100%, je vous assure. Vous revendiquez l'IA? Ouais, complètement. C'est pas un débat technophobe, technophile, absolument pas. C'est ici une discussion entre deux personnes convaincues que le monde est bouleversé. Et je comprends qu'on m'ait invité sur la base du titre de ce bouquin. Et l'ayant lu, je tiens à vous dire que moi, c'est une lecture que je recommande assez chaudement. Dans l'espace médiatique actuel, où on entend beaucoup de gens nous dire que peut-être peu de choses pourraient changer, ou alors qu'ils vont être très catastrophistes en ne voyant que des problèmes, etc., etc. Cet essai est d'une utilité totale, et je pense que, voilà, Monsieur Alexandre, moi quand je vous ai lu, j'avais le sentiment d'être à côté de l'abîme, et que dans mon oreille, vous me répétiez: tu as vu comme c'est haut, tu as vu comme c'est haut, tu as vu comme c'est haut. Et pour cela, en fait, je pense que c'est pas inutile de savoir qu'on est à côté d'un immense vide et qu'il faut donc réfléchir à quel peut être l'avenir et meilleur pas apprendre. Qu'est-ce que ça change pour vous dans votre enseignement quotidien? Je peux vous dire très pragmatiquement. Il m'arrive d'avoir prévu, par exemple, sur une progression en 72 points, il m'arrive d'avoir eu l'inspiration pour 67 points. Et par exemple, c'est des points de grammaire que je fais avec des étudiants qui sont en droit essentiellement. Et je me dis, bon, là, j'ai parlé à la portée de l'adverbe, tac, 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 et il me manque 5 idées. J'ai demandé à l'IA, voici ce que j'ai déjà fait. Expand, fais-moi davantage, etc. Et l'IA m'a aidé, m'a fait plusieurs propositions, une vingtaine, j'en ai gardé 5, et c'est bon, j'avais mes 72. Donc oui, non, ça m'a rendu un peu plus malin. Ce que l'IA ne peut pas faire toujours, c'est avoir une belle inspiration. Ce que l'IA n'a pas encore su faire, c'est remplacer de très beaux livres que je peux encore être celui qui transmet aux étudiants. Le discernement n'est peut-être pas encore tout à fait là. En fait, c'est peut-être ça qui manque encore à l'IA, c'est la capacité à guider et à aller vers ce qui est intéressant. J'ai le sentiment que mon interlocuteur robotique ne sait pas toujours ce qui est vraiment pertinent pour le public que je sers. Et c'est là que, et d'ailleurs dans le livre, je crois que vous le dites aussi, vous dites qu'il y a un espace où l'enseignant est coach cognitif, il y a différentes expressions comme ça tout au long du livre. Laurent Alexandre, il y a un précédent dans l'histoire de la littérature et du cinéma éminemment avec Kubrick, c'est HAL 9000, c'est vous savez, le robot IBM qui pense de 2001 l'Odyssée de l'espace et qui est doté de la conscience. Est-ce que, quand vous dites qu'il y a un tel investissement hyper massif sur l'IA, nous allons vers une forme, c'est une question importante aussi, qui est fondamentale, vers une forme de conscience de l'intelligence artificielle qui viendrait donc nous supplanter et quelque part ce serait pour nous une très mauvaise nouvelle. C'est nous qui le fabriquons. Hein. Alors on ne sait pas si l'IA peut acquérir une conscience artificielle directement. Elle simule la conscience. Hein. Quand on parle avec elle, avec ChatGPT, on a l'impression de parler avec un humain. Ça en est bouleversant. Qui vous flatte au passage, ChatGPT. Oui, alors on peut le programmer pour qu'il soit moins obséquieux. C'est ce que personnellement je fais parce que ça me gonfle quand il est trop gentil et qu'il me parle comme si j'étais un génie des Carpates. Mais non, le problème de sécurité, il est important, il est réel, il ne faut pas le sous-estimer. Hier, le patron de l'intelligence artificielle chez Microsoft, Suleiman, expliquait si l'intelligence artificielle a ses propres objectifs, ses propres buts, si elle n'est plus alignée avec nous, si elle arrive à avoir ses propres ressources, notamment si elle arrive à avoir un compte en banque, à spéculer en bourse, si elle peut décider sans notre intervention, à ce moment-là, il faut bombarder les data centers et il faut que l'armée détruise ces IA qui, elles, pourraient être authentiquement dangereux. Et il dit, mais ça arrivera dans 5 à 10 ans au minimum, donc c'est pas le sujet du moment. De mon point de vue, et c'est le sens de notre livre Ne faites plus d'études avec Olivier Babot, le sujet du moment, c'est d'éviter d'avoir une société à deux vitesses, avec des gens augmentés par l'IA et d'autres écrabouillés par l'IA, parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que les gens espéraient naïvement quand ChatGPT est sorti, l'IA est une machine à augmenter les écarts entre ceux qui bossent, ceux qui se servent de l'IA pour aller plus loin, ceux qui apprennent à bien prompter, c'est-à-dire à bien poser les questions à l'IA, qui continuent à se cultiver, qui réfléchissent, et puis ceux qui glandent en utilisant l'IA, on a un fossé qui est béant. En Angleterre, une étude qui a été publiée dans l'EFT et qu'on cite dans le livre avec Olivier Babot, 88% des étudiants anglais utilisent ChatGPT pendant les examens écrits surveillés, avec les surveillants qui laissent faire. C'est catastrophique. On va créer une génération de gamins qui auront pris l'habitude de glander. Or, comme on l'écrit dans le bouquin, à l'ère de l'IA, il n'y a pas de place pour les grosses feignasses, parce que pour trouver sa place dans un monde où l'IA galope et où les robots arrivent, il va falloir être malin et travailleur. Donc, n'habituons pas la jeune génération à glander en se servant de l'IA. Il faut lui apprendre à utiliser l'IA pour faire mieux et pour avoir une place dans la société hyper-technologique de demain. Gabriel Latenceau, pour rebondir sur ce que dit à l'instant Laurent Alexandre, est-ce que l'IA, le piège de l'IA, vous êtes confronté à des élèves tous les jours, c'est le piège de la paresse? C'est très possible. Vous savez ce que ça m'évoque? Alors, il y a 2 ans, j'étais responsable... Tentation quand même,
Ah mais absolument, mais c'est une lutte de pied à pied. Et puis sincèrement, moi je me mets à la place de l'employeur. Donc aujourd'hui je travaille à l'école de droit de la Sorbonne. Si je suis employeur, je vois école de droit de la Sorbonne 2022 ou école de droit de la Sorbonne 2028. Moi mon combat c'est de m'assurer que école de droit 2028 ait la plus grande valeur possible. Si la suspicion à l'égard de ceux qui rentrent sur le marché du travail, c'est qu'ils ont été formés avec moins d'efforts, effectivement c'est un enjeu. Donc je crois que l'université n'a pas pris la pleine mesure de cela. On a un problème d'initiative de la part du politique aussi qui devrait cadrer tout cela. Moi je me désespère que depuis 3 ans, 4 ans, c'est la politique de l'autruche et on n'en parle absolument pas, on cadre pas à quoi pourraient ressembler des sanctions pour quelqu'un qui n'a pas la bonne méthode d'apprentissage, etc. Enfin, je parle pas de l'enseignant, je parle de l'étudiant, etc., etc. Donc il y a toutes ces questions-là. En vous entendant, Monsieur Alexandre, ça m'a rappelé quelque chose. Donc il y a 2 ans, j'avais la charge d'un concours pour les biologistes à Normal Sup, et j'avais donné un sujet qui avait à voir avec l'IA. Et je trouvais que dans la partie rédaction personnelle, beaucoup, le fond commun de ce que je lisais, c'est que beaucoup d'étudiants disaient l'IA, ça va pas tellement marcher parce que c'est des idées qui sont piochées dans les tréfonds d'Internet, c'est des idées un peu banales et c'est formulé de façon un peu brouillonne et puis on voit des fautes. Et donc moi j'ai écrit ça, voilà, j'ai reçu ça, et dans mon compte rendu du travail des étudiants, j'ai dit je trouvais que c'était les étudiants proposaient eux-mêmes des idées qui étaient prises dans le fond commun, des idées un peu banales d'Internet, que c'était dit de façon brouillonne et qu'il pouvait y avoir des choses qui étaient contrefactuelles. Et donc en fait, on voyait dans l'intelligence naturelle les mêmes limites que eux voyaient dans l'intelligence artificielle à ce moment-là. Et Dieu sait que la machine a progressé depuis 3 ans. Donc mais vous corrigez des copies, si je puis dire. Hein, oui, beaucoup trop, oui. Oui. D'ailleurs, l'IA peut venir porter secours. Absolument. Au fait, vous y avez recours, sincèrement Pas pour la correction, non. Pas pour la correction. Non, la correction, c'est toujours mon regard, parce que c'est ce qui est aussi dans le livre, c'est que finalement, la responsabilité restera humaine. Et ça, je suis très convaincu de cela aussi. On ne peut pas remplacer la responsabilité encore. Juste pour bien comprendre, quand vous corrigez des copies de vos élèves, vous arrivez à distinguer ce qui relève de, on va dire, de la production personnelle ou mais c'est facile pour moi. C'est facile pour moi parce que je connais la machine et puis souvent, en fait, oui, c'est facile pour vous, mais peut-être pas facile pour d'autres collègues. Si, je pense aussi, parce que en fait, quand c'est d'autant plus facile que c'est en langue étrangère. En fait, il y a une astuce, c'est que si j'enchaîne l'histoire en anglais, on verra quelqu'un qui tout d'un coup produit un écrit bilingue. Je l'ai face à moi, il parle au niveau A2, B1. Enfin bon, c'est une codification, mais en fait, on le voit assez vite. Vous repérez ça. Oui, et puis il y a des façons de réfléchir que l'on peut reconnaître dans les modèles de langage les plus communs aussi. Oui. Maintenant, on verra à terme. C'est vrai que c'est une question que je me suis posée en vous lisant. Je me suis dit, est-ce qu'il y avait une part de l'écriture qui était faite par quelqu'un d'autre? Moi, j'avais le sentiment d'écrire de lire 2 personnes qui étaient ici. Est-ce qu'il y a des parties du texte qui ont été produites avec aide artificielle? Alexandre. Et puis avec Olivier, on a écrit des milliers d'articles, on a écrit des dizaines de bouquins, et donc effectivement, on peut nous reconnaître que nous écrivions déjà avec le même style, lui et moi, bien avant l'arrivée de ChatGPT. Mais non, effectivement, on voit les étudiants quand ils utilisent ChatGPT, mais pour une raison simple, ils font pas de fautes, la syntaxe est parfaite, en langue étrangère ils sont parfaits, et puis ils sortent des meilleures idées avec ChatGPT que quand ils écrivent eux-mêmes dans l'immense majorité des cas. Donc oui, on repère les copies. D'ailleurs, c'est assez troublant aujourd'hui de voir que les CV sont tous écrits par ChatGPT. D'ailleurs, les recruteurs ne lisent plus les CV parce que les CV étaient jadis médiocres, maintenant ils sont parfaits, sans faute, etc. Et effectivement, il faut apprendre aux gens à écrire sans l'utilisation de l'IA, et il faut les évaluer sans IA. C'est pour ça d'ailleurs avec Olivier qu'on insiste sur la part de l'oral. C'est-à-dire un oral sur des questions au débeauté qui n'ont pas pu être préparés avec l'aide de l'IA, c'est le meilleur moyen de connaître la valeur d'un étudiant, d'un jeune. Parce que un oral, s'il connaît à l'avance le sujet, on ne peut pas tricher. Il va pouvoir préparer avec ChatGPT. Il faut vraiment poser la question juste avant l'oral, et là on a la vraie valeur de l'étudiant. C'est vrai, en fait, on le reconnaît aussi, le texte produit par la machine, quand il y a la disparition d'une certaine voix. C'est ce qui est aussi dans le texte, c'est donc des habitudes rhétoriques ou des choses comme ça. Souvent, la réponse de l'intelligence artificielle aujourd'hui, par défaut, quand elle n'est pas très bien coachée par celui qui l'utilise, ça va être des réponses qui sont pas génériques, mais qui sont très très didactiques. Ça va être vraiment une évolution qui prend une rédaction qui prend par la main avec ça, puis ça, puis ça, puis ça. Il y a une disparition de la personnalité parfois, et c'est à cela qu'on reconnaît aussi. Je l'ai dit, on peut tromper le lecteur, parce que on peut aussi demander à ChatGPT ou à ses équivalents d'imiter son propre style. Et il le fait plutôt pas mal quand on lui demande. Allez messieurs, dans un court instant, on va marquer une pause. Je vais vous poser une question qui est fondamentale. Est-ce que l'intelligence artificielle modifie notre apprentissage? Est-ce qu'elle augmente ou pas d'ailleurs notre savoir? C'est fondamental. Allez, il est 9h44. La vérité en face, 0826 300 300. Si vous voulez intervenir, vous le faites comme tous les matins. Nous retrouvons tout de suite pour la suite. Ne faites plus d'études. Vous nous éclairerez d'ailleurs sur ce titre qui est un brin provocateur, Laurent Alexandre. Non, qui est sincère. Qui est sincère, d'accord. C'est là qu'on discutera. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face.
Jean-François Aquili. Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA, édité par Bucher et Chastel, ouvrage coécrit par vous, Laurent Alexandre. Nous vous avons en studio ce matin, c'est un plaisir, et Olivier Babot également. Et vous êtes notre invité avec également Gabriel Lattanzio. Vous êtes enseignant, professeur agrégé à l'université Panthéon-Sorbonne. La question qui est posée, Laurent Alexandre, ce matin également, c'est qu'est-ce que change l'IA ? Est-ce qu'elle change notre façon d'apprendre ? Est-ce que nous allons apprendre à apprendre ou à réapprendre ? Alors, elle change notre fonctionnement cérébral. Chaque type d'apprentissage change notre câblage neuronal, c'est-à-dire la façon dont fonctionnent nos neurones. Qu'est-ce qui change ? Comment ? Qu'est-ce qui change ? Parce que quand nos expériences d'apprentissage changent, le câblage du cerveau, c'est-à-dire les liens entre les neurones, ce qu'on appelle les synapses, eh bien, se modifie. Donc, l'Internet a changé notre cerveau, les réseaux sociaux ont changé notre cerveau, et l'IA va aussi changer notre cerveau. Et donc la question aujourd'hui, c'est qu'il faut faire évoluer l'éducation pour que nos enfants soient complémentaires de l'IA, pour qu'ils se servent de l'IA pour faire mieux et pas pour glander. Et c'est je pense, la leçon que vos auditeurs doivent retenir. Il faut empêcher nos enfants de glander en se servant de l'IA. Il faut faire plus avec l'IA. Et il y a une tentation chez les gamins, c'est de ne plus travailler et de tout faire par l'IA. Dans les facultés, c'est dramatique. J'ai eu l'occasion de voir récemment des étudiants en licence de droit. C'est catastrophique. C'est-à-dire, ils ne font rien. Les arrêts et les analyses d'arrêt sont très... À la Sorbonne, peut-être pas, mais dans les facs de province, si, parce que je vois votre autre invité protester. Beaucoup se servent de ChatGPT pour moins travailler. C'est juste le contraire de ce qu'il faut faire. Donc il faut profiter de l'IA et il faut pas abîmer son cerveau en ne s'en servant pas, parce que le cerveau est un vrai muscle et qu'il faut l'entretenir en travaillant beaucoup. Et puis, l'université doit faire un effort très important pour développer des méthodes pédagogiques qui permettent aux enfants d'être complémentaires de l'IA et pas d'être dépassés par l'IA. Avec Olivier, notre titre n'est pas provocateur. Nous pensons qu'aujourd'hui, à part quelques exceptions, c'est une injonction, la plupart des cursus aujourd'hui sont contre-productifs. Et donc, avant que l'université ait fait sa mue, il y a de nombreux cursus qui sont inutiles. Et j'ai mis 11 ans pour avoir la qualification en chirurgie. Et j'ai beaucoup aimé les études de médecine, mais les yeux dans les yeux, je dis aux jeunes aujourd'hui, ne faites pas médecine, sauf si vous êtes masochiste, parce que les études de médecine n'ayant pas fait leur mue, ne s'étant pas adaptées à l'IA, vous allez consacrer 10 ans de votre vie pour faire médecine, et à la sortie de médecine, vous serez très 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 loin derrière l'IA. Donc ne faites pas d'études de médecine aujourd'hui, tant que les facultés de médecine n'ont pas adapté leur cursus et leur pédagogie à l'intelligence artificielle. D'un mot, c'est quoi ? C'est la machine qui va remplacer le geste chirurgical à la sortie avec une intelligence artificielle derrière ? Là, pour l'instant, l'IA nous dépasse sur le diagnostic clinique. Demain, elle nous dépassera sur le plan chirurgical. On ne sait pas exactement quand, mais vous avez probablement vu qu'Elon Musk a affirmé que vers 2030, les robots humanoïdes hyper intelligents opéreront mieux que le plus brillant, le meilleur des chirurgiens humains. C'est demain matin. Elon Musk est très motivé à développer des robots humanoïdes hyper intelligents, puisque le conseil d'administration de Tesla a promis à Elon Musk une prime de 1 000 milliards de dollars. Vous avez entendu, 1 000 milliards de dollars de prime s'il arrivait à développer les robots hyper intelligents de la gamme Optimus qui sont fabriqués par Tesla. Donc il a vraiment envie de faire des robots super intelligents, y compris meilleurs que les chirurgiens, parce qu'une prime de 1 000 milliards de dollars, ça ne se refuse pas, même quand on est déjà l'homme le plus riche du monde avec 550 milliards de dollars de fortune. Nous sommes déjà dans l'univers de Van Vogt, nous sommes en train de dépasser tout ça. Ce sont des gros montants, on est d'accord. Gabriel Lattanzio, ça glande à Panthéon-Sorbonne ou pas ? Tout l'inverse. Vous imaginez retourner dans les couloirs de l'université et ne pas avoir défendu mes étudiants, bien sûr. Non, moi j'ai plutôt un sentiment optimiste. C'est un cursus d'exception, où vous exercez. Oui. Oui, en tout cas, je suis de ce point de vue de ce qu'ils apporteront, c'est sûr qu'on va quelque part. Cette discussion, elle est tellement précieuse. Il est vrai qu'on peut imaginer, et c'est vertigineux, un monde où ce seront des robots avec IA qui tiennent les fusils,
qui tiennent les scalpels, et ainsi de suite. Et ça, c'est une discussion que l'on doit avoir, et je suis heureux que ce livre puisse le faire. Et c'est vrai que je préfère le livre à son titre. C'est vrai. Voilà, ne faites plus d'études, j'y crois un tout petit peu moins, donc c'est là qu'on a une vraie discussion. Oui. C'est concrètement, il y a plein de choses où en fait, je ressors de la lecture du livre, même avec des arguments qui me font penser exactement l'inverse. Dans votre livre, Monsieur Alexandre, il y a un passage, je me souviens assez clairement, où vous dites voici des compétences que l'on aura vraiment du mal à remplacer. Donc par exemple, c'est le spectacle, très sincèrement, partie de ma valeur ajoutée, c'est ça. Hein, je suis assez largement en représentation devant mes étudiants, en leur faisant vraiment, il y a de ça. Vraiment, je vous assure, et c'est un texte que je révise depuis 15 ans. Donc voilà, on est là. Vous faites aussi au micro de Sud Radio. Ah, je sais pas. Ah non. Alors là, il faudrait que je travaille plus encore davantage. Oui. Mais en tout, ou alors il y a une autre idée, c'était donc la responsabilité ne peut pas tout de suite être confiée, etc., etc. Et moi, je ressors un petit peu confiant quant à ce qu'un enseignant peut apporter, une lecture dynamique de la pièce. C'est-à-dire que quand il y a 30 personnes ou plus, même parfois, à gérer, et on se dit où est-ce que je les amène pour qu'ils comprennent vraiment cette idée-là, et aussi avoir l'inspiration de se dire ce qui leur manque pour résoudre cette étude de cas, c'est la connaissance de telle anecdote, etc. Ou si on les voit s'assoupir, savoir saisir le moment où une trace d'humour est nécessaire. Toutes ces petites choses-là seront encore nécessaires. Donc c'est une discussion que je vous apprends pas du tout, Monsieur Alexandre, vous le savez. C'est est-ce qu'on a encore besoin de Magnus Carlsen quand les machines sont meilleures que nous aux échecs? Eh bien, l'intérêt de l'humain aujourd'hui va vers l'immense champion qui est Magnus Carlsen, le meilleur humain de tous les temps, qui pour autant ne peut plus gagner face à la machine. On est encore, je crois, dans une société où le lien humain sera crucial. Gabriel, attention, pour bien comprendre ce que vous développez là à l'instant, oui. Jadis, il fallait accumuler du savoir pour comprendre le monde et pour on va dire évoluer. Ah, mais je vous confirme. Est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours besoin d'accumuler du savoir? On y passe beaucoup de temps et d'énergie. Oui. Laurent Alexandre, si je peux me permettre, notre livre n'est pas ne faites plus d'études et glandez. Nous insistons beaucoup, il y a un chapitre entier sur la culture générale. Pour comprendre le futur, pour se mouvoir sur cette vague technologique absolument incroyable, il faut de la culture et il faut du savoir, et notamment du savoir historique. Ça peut paraître un peu bizarre, mais si on veut surfer sur un futur très instable, où la technologie va beaucoup bouger, eh bien, il faut être capable de prédire le futur. Or, il est impossible de prédire le futur, de prédire l'évolution de son métier, de son activité, si on ne connaît pas le passé, si on ne connaît pas l'histoire. Donc, l'un des conseils que nous donnons aux parents et aux étudiants, c'est lisez des livres d'histoire, Et nous faisons nôtre, avec Olivier Babot, cette fameuse phrase de Charles de Gaulle dans Le fil de l'épée en 1934. L'école du commandement, c'est la culture générale. Derrière chaque victoire d'Alexandre le Grand, il y a toujours Aristote, son précepteur particulier. Il est clair que la culture générale doit être développée. Il ne faut pas se servir de l'IA sans culture, parce que sans culture, on ne peut pas bien utiliser l'IA. Oui, bien sûr, c'est certain. Ouais, vous savez, moi, il y a un cours pour lequel l'IA ne m'a encore servi à rien. C'est le cours que je donne en master et qui est en fait une historicisation de l'idée de liberté. Alors, c'est dit de façon académique, mais ça, c'est un cours pour lequel j'ai pas encore vu la valeur ajoutée de la machine. Peut-être on y viendra et en tout cas, j'y suis ouvert. Mais en clair, pour former des gens qui sont peut-être amenés à être nos juges ou nos juristes, enfin, quelle que soit la profession, on réfléchit avec eux à comment le sens du mot libre a changé au fil du temps. Le texte de droit est pérenne, qu'il ait été écrit à l'époque du roi romano-germanique ou qu'il ait été écrit plus récemment, l'idée de liberté est partout. Mais ce qu'on entend par être libre, ça change au fil du temps. Je n'ai pas encore vu une situation où la machine a eu une telle inspiration. Moi, je me repose beaucoup sur un immense historien qui s'appelle Eric Foner, qui écrit un bouquin en 99. On n'est pas encore au stade où j'ai pu lire je crois, mais je vais le chercher, une intelligence artificielle capable de faire quelque chose d'aussi précis, réfléchir comment le sens du mot a évolué avec une histoire culturelle, politique, etc. Ce qui a manqué, c'était l'inspiration et le discernement, savoir où chercher. La machine cherche mieux et plus vite. Et c'est pour ça qu'elle nous aide. Mais je ne sais pas s'il y a encore l'inspiration de savoir où creuser. Laurent Alexandre, pour conclure, la machine, nous devons la dominer. C'est depuis la révolution industrielle, c'est ainsi. Mais aujourd'hui, et je reviens sur ma question de, vous savez, l'ordinateur de 2001, est-ce que la machine va nous dominer? Est-ce que, au fond, vous parliez de 2030, un horizon qui est demain matin pour Elon Musk et ses robots. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous faire dépasser par la machine? Nous sommes techniquement en train d'être dépassés par la machine, mais il faut veiller à ce que la machine ne prenne pas le contrôle de notre société, bien évidemment. Ça suppose qu'on ait des jeunes générations qui comprennent le monde. Ça suppose qu'on ait des jeunes générations qui travaillent, qui aient de la culture générale, qui ne glandent pas, qui travaillent encore plus que les générations d'avant. Vous avez l'impression qu'on enseigne ça il y a un effort pédagogique à développer. J'ai pas l'impression qu'on enseigne cela aujourd'hui à l'école, enfin franchement. À part dans quelques cursus d'exception, comme celui dans lequel notre ami enseigne, l'école a largement démissionné. Elle ne s'est pas adaptée à la nouvelle technologie. Elle n'a pas intégré les évolutions des cursus
pour adapter nos enfants à l'évolution des métiers futurs, et elle ne donne pas la volonté d'agir. Or, à l'ère où l'intelligence est gratuite, le plus important à côté de la culture générale, c'est la volonté d'agir, la volonté de faire. Il ne faut pas que nos gamins soient des petits dépressifs qui laissent l'IA tout faire. Il faut qu'ils prennent ce monde absolument incroyable à pleine main. Et ça, c'est le devoir de l'école demain. Adapter nos enfants à un monde qui bouge sans arrêt en leur donnant envie d'agir. Alors là, je suis tellement d'accord. Gabriel Lantonceau, oui, bien très sûr. rapidement. C'est peut-être un peu la revanche des littéraires, et finalement, c'est là que l'école sera encore utile. C'est-à-dire que la qualité de l'intelligence artificielle est tributaire de la qualité de l'intelligence naturelle. C'est-à-dire que la commande que l'on donne à la machine va faire aussi la qualité de la réponse. Dès lors, on a besoin de quelqu'un qui sait lire, écrire, qui lit beaucoup. C'est là que l'école aidera. Merci messieurs. Laurent Alexandre et Olivier Babot, c'est sont les co-auteurs de cet ouvrage. Ne faites plus d'études. Je conseille la lecture chez Bucher et Chastel. Merci à tous les deux ce matin et bonjour à vous Valérie Expert. Bonjour cher Jean-François. Mettez-vous d'accord, qu'est-il au menu? Au menu, vous vous en doutez, nous allons parler du budget du chantage du PS à la taxe Zuckman. On est parti d'une taxe à partir de 100 millions d'euros. Maintenant, on est à 10 millions, une taxe light. Bon, on sait bien que tout ça ne passera pas, mais on va en parler avec vous. Est-ce qu'il faut taxer les plus riches? C'est quand même le fond de ce que demande le PS. La popularité d'Emmanuel Macron au plus bas. Et jamais un président de la République n'avait eu aussi peu de popularité. Et puis, on va parler des 20 ans des émeutes de Clichy-sous-Bois. Qu'est-ce qui a changé depuis? 0826 300 300. Bonne émission.